Bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints ce soir pour une conférence du Club Risque. Alors, je propose de débuter cet événement. Un petit mot sur le Club Risque et l'AEGE. Donc, l'AEGE, c'est l'association de l'école de guerre économique constituée de plusieurs clubs, dont le club qui organise ce soir cet événement. Donc, au Club Risque, nous travaillons sur toutes les questions inhérentes au management des risques, quels que soient les secteurs. Nous avons plusieurs actions de sensibilisation à ces risques, que ce soit par l'écriture donc d'articles qui sortent tous les jeudis sur le portail de l'IE et qui sont écrits par les membres du club, que ce soit par l'animation de conférences ou l'organisation de conférences comme celle que nous aurons ce soir, ou l'envoi d'une newsletter qui aujourd'hui ont envoyé à un petit peu plus de 600 professionnels du métier. Donc ce soir, pour cette conférence du Club Risque, nous recevons donc Jean-Luc Meurice, donc président et fondateur de Tarat, et qui travaille depuis déjà 38 ans dans la question des managements des risques. Donc pour nous présenter un sujet qui est très très intéressant et qui nous tient à cœur, puisqu'il s'agit des risques de conformité et performance durable. J'invite tous les participants à faire attention à leur micro, à bien s'assurer en tout cas qu'il est coupé pour éviter toute perturbation pendant cette présentation. N'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. Le Club Risque est également présent ce soir pour centraliser vos questions qui seront posées à la fin au présentateur. Alors Jean-Luc, je vous laisse la main pour débuter, vous présenter et puis débuter cet événement. Oui, bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? On vous entend parfaitement. Donc, merci à l'AEGE, au Club Risque de l'AEGE et à Yasmine de m'accueillir ce soir. Merci pour cette introduction. Donc, je vais d'abord me présenter et ensuite nous attaquerons. Parfait. Alors voilà, j'ai mis ma présentation sur une fiche. Comme Yasmine l'a dit, j'ai 38 ans d'expérience, donc pas entièrement dans la gestion des risques, mais en tout cas dans la distribution. Donc c'est un secteur dans lequel j'ai fait toute ma carrière et notamment pendant 25 ans chez Sonepar. Sonepar est le numéro 1 distributeur de matériel électrique dans le monde. Je vous présenterai le groupe un peu plus tard. Mon dernier poste a été directeur des risques. J'ai créé cette fonction, mais j'avais auparavant à l'audit interne et donc ensuite à nouveau à la direction des risques fait de nombreuses cartographies des risques et notamment celle de corruption. C'est moi également qui ai conçu et déployé le programme d'évaluation des tiers. Ce que je voulais vous dire aussi pour terminer cette introduction, c'est que j'exerce mon activité de conseil de façon indépendante. Donc, je suis disponible pour échanger avec d'autres professionnels et je serai toujours heureux de pouvoir aider d'autres personnes par mon expérience et mes connaissances. Et en fait, tous ces échanges que je peux avoir me permettent aussi d'apprendre. J'ai beaucoup appris au cours de ma carrière avec des contacts, avec des personnes qui ont pris le temps de m'expliquer ce qu'elles faisaient ou ce qu'elles avaient appris. Et je trouve tout à fait normal, maintenant que j'ai passé très légèrement la barre des 60 ans, de moi aussi de restituer. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous avez mon adresse email, jean-luc.meurice@starats.fr. N'hésitez pas, ou également sur LinkedIn, évidemment, c'est peut-être plus facile. N'hésitez pas à prendre contact avec moi après la conférence. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une sorte de voyage, de commencer parce que le thème, bon, c'est le risque de conformité, facteur de performance durable. On va surtout parler du risque, un peu de conformité. La performance, c'est la conséquence, elle est très variable d'une société à l'autre. Tout dépend du secteur dans lequel vous êtes. Comme je l'ai dit, moi, je n'ai travaillé que dans la distribution, qui est un métier assez simple, qui est, comment dire, où il n'y a pas beaucoup d'investissements lourds, il n'y a pas vraiment de projets à très long terme ou de gros investissements financiers, mais il y a aussi des particularités de concurrence, de présence sur les marchés. Donc, je reviendrai sur cette expérience Sonepar dans la deuxième partie, parce que c'est quand même ça qui est intéressant. Donc, Sonepar a eu la chance ou l'honneur, je ne sais pas comment il faut le dire, d'être la première société à faire l'objet d'un contrôle de l'Agence française anticorruption. Donc, je vous résumerai un peu cette expérience. Ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'est-ce qui a fait que cette expérience a été réussie pour nous, a été une sorte d'épreuve du feu, mais dont nous sommes tirés très honorablement. Donc, quels sont les facteurs de succès du programme de conformité? Le but n'est pas de résister à une inspection ou un contrôle, le but est de faire de la conformité un facteur de succès. Alors, le risque de conformité, on va parcourir rapidement parce que la soirée n'y suffirait pas. La réglementation foisonnante, puisqu'en fait, on parle de conformité réglementaire.
Il y a aussi, il faut le souligner quand même, la conformité, comment dire, aux normes internes de l'entreprise. C'est une autre forme de conformité qui n'est pas à négliger. Et il y a également la conformité au contrat, hein, mais on abordera surtout la conformité à la réglementation. Donc, je ferai aussi également une analyse de la perception de ce risque et je vous emmènerai voir les causes et les conséquences. Donc, une analyse que j'ai faite, enfin, qui est pas très originale, mais qui est intéressante, de l'analyse des causes et des conséquences d'un risque ou d'une famille de risques. C'est toujours intéressant puisque ça permet de voir sur quoi on peut agir. On peut agir sur les conséquences pour éviter qu'elles soient catastrophiques ou pour les minimiser si c'est possible. On peut aussi agir sur les causes, donc sur la prévention, et éventuellement sur la détection. Et je parlerai également du triangle de Crécé, que certains connaissent peut-être, pour montrer comment il s'applique, à mon avis, aussi bien à la conformité, en tout cas aux non-conformités, pardon, qu'à la fraude. Alors voilà, là vous voyez un certain nombre de lois et de règlements qui sont sortis dans les 10 dernières années. Évidemment, c'est une sélection, il est absolument impossible de toutes les lister, il y en aurait un livre entier. J'ai essayé de sélectionner celles qui s'appliquent aux entreprises et qui ont des conséquences directes, je dirais, en matière de conformité. Ça, encore, même dans ce domaine-là, c'est loin d'être exhaustif. Vous voyez l'influence de l'Europe aussi, qui apparaît à plusieurs reprises avec des directives, des règlements. Le fameux RGPD, évidemment, que tout le monde connaît. La loi Sapin, qui a été un peu une, comment dire, pas une révolution, mais une innovation française, dans le sens qu'elle a créé comment dire, une obligation qui est passible de sanctions, une obligation de moyens en matière de corruption, le devoir de vigilance en 2017, les directives sur le blanchiment des capitaux, et puis tous les règlements liés à la transition climatique, l'accord de Paris, les investissements durables et tout ce qui est RSE. Donc, il faut bien voir que c'est extrêmement, extrêmement vaste. Et encore, ici, je n'ai cité que les lois françaises. Donc, il faut bien comprendre que la réglementation en matière de conformité, et notamment pour les grandes entreprises en matière donc de pratiques commerciales, de respect de la libre concurrence, de prévention et de refus de la corruption, ces réglementations sont de plus en plus extraterritoriales, c'est-à-dire qu'elles sont conçues pour comment dire, pouvoir s'appliquer aux justiciables, si je puis dire, aux citoyens d'un pays lorsqu'ils sont à l'étranger, notamment aux groupes internationaux lorsqu'ils dans leur filiale à l'étranger, mais par ricochet, évidemment, elles peuvent s'appliquer aussi, dans un certain nombre de cas, à des sociétés qui ne sont pas de la nationalité que la réglementation en question. Donc, le plus connu, c'est évidemment le FCPA. Donc là, vous avez un exemple un peu frappant de ce que ça peut coûter. Là, vous avez le bilan, si vous voulez, sur 10 ans, hein, de 2011 à 2020, le bilan de FCPA. Le FCPA, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le Foreign Corrupt Practices Act. Donc, c'est une législation ancienne, hein, qui a une quarantaine d'années aux États-Unis, qui a été réformée plusieurs fois, qui vise à punir les actes de corruption commis par des entreprises américaines à l'étranger. Entreprises américaines ou entreprises ayant un établissement aux États-Unis ou agissant sur le marché américain, ou voilà, la loi cette loi américaine est très extraterritoriale, puisqu'il suffit, par exemple, d'avoir, dans le cadre de la transaction de corruption, enfin dans son contexte, dans son déroulement, il suffit d'avoir utilisé, comment dire, un moyen de communication ou un moyen de paiement soumis à la réglementation des États-Unis, par exemple une transaction libellée en dollars, mais aussi parfois, c'est ce qu'on m'a dit, je n'ai pas vérifié, un simple email envoyé à un Américain ou envoyé depuis les États-Unis peut suffire à considérer que vous tombez sous le coup de la réglementation américaine. Et donc, voilà, là, vous avez les sanctions donc, civiles, pénales, les amendes civiles, pénales, ainsi que les restitutions, les fameux disgorgements, c'est-à-dire les restitutions de profits illégaux réalisés par la corruption, que le ministère de la Justice, le DOJ, le Department of Justice, et l'autorité des marchés, la SEC, ce qu'ils ont obtenu année par année. Donc, on est en millions de dollars, donc ce sont des milliards que vous voyez. Hein. Vous voyez qu'on a dépassé la barre des 1 milliard, 1,5 milliard, 2 milliards à peu près il y a 5-6 ans. On est resté autour de 2 milliards, puis on est passé dans la frange des 3 milliards. Hein.
Et l'an dernier, il y a eu un gros coup, si je puis dire, deux gros coups, puisqu'il y a eu l'affaire Airbus. Donc Airbus a été sanctionné très lourdement par une action conjointe des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni et de la France. Donc le parquet national financier, le Trésor de Sa Royale Majesté et le Department of Justice des États-Unis ont chacun touché leur part. Et vous avez dans les, donc je vous indique, pardon, ici, voilà, vous avez donc le record toute catégorie, pardon, c'est l'an dernier, c'est Goldman Sachs pour une affaire en Malaisie, avec 3,3 milliards. Je crois que ça ne comprend pas une restitution qu'ils ont dû faire à la Malaisie directement. Donc on est de l'ordre de 4 milliards au moins, si ce n'est plus. Et Airbus, c'est pareil, il y a également 1 milliard, 1 ou 2 milliards de plus. Donc on est pas loin de 3 ou 4 milliards pour Airbus. Si on tient compte de ce que Airbus, là on parle uniquement de ce qui a été versé au Trésor américain. Donc, il faut faire très attention, il faut être conscient du fait que ce FCPA s'applique à beaucoup plus de transactions et d'entreprises et de personnes, parce qu'il concerne aussi les personnes physiques, hein, les dirigeants ou les cadres qui agissent pour le compte de leur société. Il est beaucoup plus large que ce qu'on pense. C'est une chose qui est souvent méconnue ou ignorée. Et aussi, ce que je voulais souligner, c'est que donc, ils ont récolté à peu près 20 milliards en 10 ans, donc une moyenne, on peut dire, de 2 milliards par an, mais vous voyez que c'est en train de monter, il y a une montée importante. Contrairement à une idée reçue, il y a plus d'entreprises américaines condamnées, hein, puisqu'il y a à peu près 60% des condamnations sur ces sociétés américaines. Il y a 83 sociétés sur 144 sociétés de droit américain qui ont été condamnées. Simplement, quand le Department of Justice s'attaque à des entreprises étrangères, il ne prend pas des petits dossiers. Donc, il prend des gros dossiers, en général, qui ont été en concurrence, soit sur dénonciation, soit en concurrence avec des sociétés américaines. Le cas d'Alstom est exemplaire. Et donc, ça explique cette disproportion. C'est-à-dire que sur les montants globaux, il y en a un tiers qui concerne des entreprises américaines, mais 60% concernent 60% des cas, pardon, sont américains. Donc, ils font le ménage chez eux aussi. Alors maintenant, il n'y a pas que la corruption, évidemment, hein, il y a le blanchiment d'argent. Alors récemment, là, j'ai mis sur ce slide des affaires récentes, des affaires de 2021. Donc, vous avez une amende record de 24 millions de livres qui a été infligée par les impôts britanniques. Hein, Her Majesty Revenue and Customs a infligé ça à une entreprise de transfert d'argent, Money Transfer Company, parce qu'elle avait failli à l'obligation en matière de prévention du blanchiment du blanchiment d'argent. Elle avait failli à faire des évaluations de risque, à conserver les traces de ces évaluations. Elle avait failli également dans le domaine des règles, des procédures, etc. En matière de numérique, en matière d'Internet, de cookies, hein, de gestion des données personnelles, vous voyez qu'il y a eu il y a 2 mois, le 10 décembre, la CNIL a annoncé deux sanctions, enfin 3 sanctions, 2 pour Google et une pour Amazon, des sanctions en dizaines de millions d'euros. Pourquoi? Uniquement sur les cookies, c'est-à-dire que ces 2 sociétés, Amazon et Google, ne demandaient pas l'avis, le consentement, n'informaient pas même les utilisateurs de leurs services. Donc, il y a plusieurs centaines de millions ou de milliards d'utilisateurs de ces services. Et donc, voilà, la CNIL a infligé ces amendes sur la base d'une réglementation qui est antérieure au RGPD. Je signale donc à ceux qui s'intéressent à la conformité qu'il vous reste maintenant 1 mois et demi à peu près pour vous mettre en conformité vos sites web et vos applications en matière de cookies. Concrètement, il n'est plus possible de dire sur le bandeau cookies, si vous continuez votre navigation, vous acceptez les cookies. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez avoir un bouton d'acceptation et le bouton de refus doit être à peu près identique au bouton d'acceptation. C'est très bien expliqué sur le site de la CNIL, donc je ne m'étends pas. Mais ces nouvelles règles ont été annoncées en septembre avec un délai d'application de 6 mois.
et la CNIL a prévenu, donc en début de mois, il y a la semaine dernière, qu'elle commencerait dès le 1er avril, et elle a envoyé des courriers pour prévenir un certain nombre de sociétés ou de responsables de sites qu'ils n'étaient pas conformes. Et enfin, vous avez en matière d'anticoncurrence, vous avez une amende pour une société de jeux vidéo, enfin plusieurs sociétés de jeux vidéo, Steam. Donc si vous ne connaissez pas, vos enfants connaissent peut-être, parce qu'en fait, ils bloquaient par géographie de façon à empêcher quelqu'un qui est en Belgique ou en France d'accéder aux jeux vidéo à partir du marché tchèque ou roumain, par exemple, où les prix étaient plus bas. Donc de façon à maintenir des prix élevés dans les pays à niveau de vie plus élevé, il y avait ce système qui est contraire évidemment à la libre circulation des services qui est dans le traité européen. Donc ils se sont pris une amende de 8 millions d'euros. Et dernier, pour la petite histoire, je vous ai mis ce petit dessin amusant sur les données. Donc il y a une lettre d'information, la The Information, qui a révélé que Facebook est en train de préparerait, enfin c'est au conditionnel, une action, une plainte pour pratique anticoncurrentielle contre Apple. Donc voilà, vous êtes en plein dans le bain de la conformité. On va revenir sur la conformité plus classique, si je puis dire, enfin plus traditionnelle, en regardant comment elle se classe en matière dans les classements de risque, comment les gens la perçoivent, la perception de ce risque. Donc il y a beaucoup de classements de risque, il y en a deux que j'aime bien, que je suis depuis quelques années. Il y a celui de Protiviti, et l'autre qui est à gauche, et à droite, vous avez celui de la Fédération française des assurances. Donc, ils ont en commun tous les deux d'être sur des échantillons assez larges et de combiner des risques externes classiques, mais aussi des risques internes aux entreprises. Donc, à gauche, vous voyez que Protiviti en 2020 avait mis l'impact des changements réglementaires et des inspections ou de l'examen de réglementaires sur leur impact sur les opérations et sur les produits et services. La Fédération française de l'assurance avait indiqué l'augmentation des sanctions réglementaires et le poids réglementaire en bonne position, en place 6 et 7. Et la Fédération française des assurances l'an dernier avait indiqué aussi à 5 ans, donc ça restait à 5 ans également bien placé. Donc c'est assez étonnant de voir le poids réglementaire, par exemple, placé aussi haut, alors que ce n'est pas nouveau. Et donc il y a donc des changements récents à prendre en compte. Vous remarquerez dans Protiviti qu'il parle aussi de la privacy management, donc la protection des données personnelles et la sécurité de l'information. Donc on parle beaucoup de cybersécurité. Or, il y a un lien évident entre cybersécurité et compliance, conformité, à plusieurs niveaux, par les données personnelles, mais pas seulement, par l'information que vous donnez sur les fuites de données, par les risques que vous pouvez faire courir à vos tiers. Et donc, c'est un bon exemple de lien entre les risques. Alors là, ce sont les classements 2020. Je vous donne les classements 2021 puisqu'ils viennent de sortir dans les deux cas. Donc à droite, vous voyez que la Fédération française de l'assurance a toujours les deux mêmes risques qui ont descendu, si je puis dire, de 2 ou 3 cases, parce que évidemment, il y a l'augmentation du risque épidémique, qui n'était pas encore évidente en février il y a un an, mais que vous voyez maintenant en bonne position à la place 3 et 4. Et la croissance des inégalités, enfin un certain nombre de risques qui étaient moins présents, donc, et Protiviti, pardon. Voilà, Protiviti, vous voyez que là aussi, ça descend un peu, parce que là aussi, il y a les pandemic related qui apparaissent. Donc, le Covid fait un peu reculer, si je puis dire, le réglementaire, mais il reste en bonne place. Et quand vous voyez Protiviti a demandé, alors cette année, la Fédération française d'assurance n'a pas fait de classement à 5 ans, mais Protiviti a fait un classement à 10 ans. Et vous voyez à nouveau l'impact de la réglementation remonter dans le classement à 2e place. Donc, c'est intéressant de voir que cette perception, donc ce sont des sondages qui sont faits auprès de professionnels et de chefs d'entreprise et qui ont donc voilà, donc il faut être conscient de ça. Alors, je vais essayer maintenant de vous proposer une analyse de ce risque. Donc, c'est un mode d'analyse assez simple qui est ce qu'on appelle le nœud papillon, bow tie en anglais. C'est-à-dire que vous mettez un risque, une famille de risques au milieu. Bon, normalement, il faudrait décrire le risque pour que le registre de risque soit complet. Donc là, on en a parlé suffisamment.
Disons que je reprécise encore une fois que je parle de non-conformité réglementaire. On va commencer, ce qui est plus facile, par voir les conséquences. Qu'est-ce qui se passe si j'ai qu'est-ce qui se passe ou peut se passer lorsque j'ai une non-conformité réglementaire? Donc, il y a un certain nombre de conséquences. La première, évidemment, ce sont les atteintes à la réputation. Donc, on parle d'une non-conformité réglementaire qui aurait été révélée, dénoncée, publiée, je ne sais pas comment on peut le dire. Donc, évidemment, dans ces cas-là, la réputation de votre organisation va être entachée. Vous allez perdre des clients et des marchés. Donc, en fait, il y a une conséquence opérationnelle assez rapide, même si ce n'est pas immédiatement financier, ça arrive très vite. Il peut arriver, par exemple, que le cours de bourse baisse légèrement, voire remonte, mais qu'ensuite, il y a des choses beaucoup plus durables qui se produisent derrière. Le tableau du FCPA que j'ai montré tout à l'heure, il faut savoir que ce sont des enquêtes très très longues. C'est-à-dire que Goldman Sachs, c'est des choses qui remontent à 6 ou 7 ans. Alstom, c'est pareil. C'était quand l'affaire Alstom est sortie, elle remontait à 4 ou 5 ans avant. Airbus, c'est pareil, c'est des affaires de 2012 et 2013. Donc, il y a 6 ou 7 ans. Donc, vous imaginez aussi la durée que des grosses affaires comme ça, le temps que ça peut prendre. Alors, vous avez les amendes financières, évidemment. Bon, ça, je ne reviens pas dessus. Vous avez le faible engagement des employés, ou l'affaiblissement, ça serait plus exact de dire ça, l'affaiblissement de l'engagement des employés. Ça, c'est intéressant parce qu'une entreprise, c'est quand même composé de personnes, d'individus, c'est eux qui font tourner la boîte, comme on dit. Or, on a observé, de nombreuses enquêtes l'ont montré, que lorsqu'il y a des fautes professionnelles, lorsqu'il y a des mauvaises actions, même si elles ne sont pas publiées, mais les employés en général le savent, enfin, ceux qui le savent, eh ben, ils sont un peu dégoûtés, pour parler vulgairement. Et donc, vous allez constater un niveau d'engagement, une motivation qui va être beaucoup plus faible. Et ça se traduit en général par un absentéisme et un départ plus élevé. Alors, c'est intéressant parce que vous allez le voir ensuite, on va revoir cet aspect revenir. Bon, vous avez l'augmentation des frais juridiques, évidemment, puisque si vous faites l'objet de poursuites, ben, il va falloir prendre des avocats. Vous allez devoir peut-être aussi faire le ménage en interne, sanctionner les collaborateurs, donc vous aurez des procédures, des prud'hommes, voilà, c'est assez compliqué. Et puis, vous avez des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, parce que les non-conformités peuvent aller jusqu'à, comment dire, bloquer, vous empêcher d'accéder à certains marchés, vous obliger à arrêter vos opérations. Hein, vous pouvez avoir voilà, ou rappeler des produits, etc. Et donc ça, ça se trouve à deux niveaux. Cette dernière conséquence, elle est chez vous, évidemment, mais elle peut être aussi chez vos clients. Et dans ces cas-là, vous avez également comment dire, des indemnités ou des compensations à payer, des pénalités. Donc, ce n'est pas du tout exhaustif, hein, mais c'est un… Alors, dans les causes racines, la première, évidemment, nul n'est censé ignorer la loi, comme on dit, mais si vous n'avez pas une veille réglementaire suffisante, eh bien, vous courez le risque d'enfreindre des réglementations sans vous en rendre compte. Donc, il faut investir, hein, c'est le premier dispositif de prévention, c'est d'avoir des juristes ou des conseils extérieurs si vous n'avez pas les moyens de vous en payer, hein, des abonnements à des revues, etc. Et de sans arrêt regarder qu'est-ce qui sort comme nouvelle réglementation. Et ou si vous prenez vos fonctions, de faire un check-up complet des réglementations qui s'appliquent à votre activité. Ensuite, il y a la complexité organisationnelle. C'est-à-dire que si vous êtes dans plusieurs zones géographiques ou plusieurs secteurs, eh bien, il y a plusieurs environnements réglementaires et donc c'est plus compliqué. Donc, il faut faire un effort plus important. Alors là, c'est un peu en phase de faible engagement des employés. Vous avez la culture de conformité faible ou absente. Alors, en termes de cause, évidemment, les collaborateurs ne peuvent pas faire remonter, c'est-à-dire s'il n'y a pas de dispositif d'alerte ou s'il n'est pas connu ou s'il n'est pas crédible aussi, ce qui peut arriver, ou bien si la hiérarchie est assez absente ou ne manifeste pas d'intérêt pour les problèmes, a tendance à les fuir ou à les ignorer, eh bien, les problèmes vont continuer, ils ne vont pas se résoudre, évidemment. Également, dans cette culture, vous avez l'aspect stimulation-intéressement. On reviendra dessus, c'est un point très important. Certains plans de stimulation ou d'intéressement qui ne prennent pas en compte l'obligation de conformité peuvent entraîner des comportements contraires à l'éthique. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant là, c'est que vous avez une cause qui est, finalement, c'est un cercle vicieux. La non-conformité entraîne un faible engagement des employés, et comme ils sont faiblement engagés, ils vont encore moins faire remonter les problèmes, et ça peut prendre des proportions graves. Ensuite, le manque de formation, ça, c'est pas à négliger. La formation est assez importante. Il faut former les collaborateurs. Donc, une fois qu'on a identifié les principales réglementations et qu'on a fait une analyse des processus
impactés par les réglementations. Par exemple, une analyse des traitements de données, qui est obligatoire par le RGPD. Vous devez avoir fait un registre des traitements de données. Et ben, il faut prendre les personnes responsables de ces traitements et leur expliquer en quoi, qu'est-ce qu'elles peuvent faire ou ne pas faire, comment elles doivent, comment dire, mettre en forme le site web, qu'est-ce qu'elles doivent écrire sur leur formulaire, comment est-ce qu'elles doivent s'adresser aux clients si elles s'adressent à lui au téléphone, les règles de conservation des enregistrements et tout un tas de choses, voilà, qui vont impacter leurs activités quotidiennes. Et alors enfin, la dernière cause, qui est très importante, c'est la mauvaise gestion des tiers. Ça, c'est effectivement une chose qu'on oublie souvent. On parle d'entreprises étendues, on parle des parties prenantes, on parle des fournisseurs, des clients, des partenaires de l'entreprise. Eh bien, c'est eux qui peuvent aussi vous amener des problèmes. Notamment si vous sous-traitez votre informatique ou certains traitements de données, eh bien, est-ce que vous êtes sûr que ces tiers qui travaillent pour vous et pour votre compte, est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont conformes? Voilà, ça, c'est très important. Et donc, il faut évaluer les tiers à la fois à l'entrée en relation, avant l'entrée en relation, mais également pendant la relation. Alors, pour terminer cette analyse de risque de conformité, je voudrais vous montrer un triangle que certains d'entre vous doivent connaître, qui est un triangle de Cressy. Donc, Cressy, c'est Donald Cressy, c'est un psychosociologue américain qui est aussi un criminologue, en fait, qui a fait une étude approfondie de la fraude dans les années 50, donc c'est assez ancien. Et quand il a écrit son livre un peu de référence, qu'il a fait connaître, Other People's Money, l'argent des autres, il est allé rencontrer plus d'une centaine de prisonniers dans les prisons, les interviewer, des gens qui avaient été comment dire, condamnés et incarcérés pour ce qu'on appelle de l'abus de confiance, des détournements, qu'on peut qualifier plus ou moins de fraude en col blanc, donc des gens en fait, qui ont commis des actes malhonnêtes qui ont la possibilité de le faire parce qu'on leur avait fait confiance. Ce qu'on appelle comment dire, le trust violation. Alors, moi, ce que je pense, c'est que ce triangle que je vous montre ici s'applique assez bien aux actes non éthiques en général. Vous avez des actes non éthiques qui ne sont pas de la fraude, mais vous avez aussi, et aussi aux non-conformités majeures, comme par exemple la corruption ou les pratiques anticoncurrentielles. Donc, que dit Cressy? Il dit, que lui a constaté dans ses entretiens, en analysant chaque cas de fraude ou les différentes fraudes qu'il avait pu analyser, qu'il y a 3 éléments qu'il faut prendre un peu successivement d'ailleurs. La pression, l'opportunité et la rationalisation. La pression, c'est quoi? La pression, c'est souvent une pression financière perçue ou des incitations perçues. Donc, vous pouvez avoir un besoin, par exemple, ça peut être personnel. Dans le cas de la fraude, Cressy parlait d'une pression, d'un problème souvent financier qu'il appelait non-shareable, qui n'est pas partageable. C'est quelque chose dont je ne peux pas parler, que je garde pour moi, qui me pèse, une difficulté que je n'arrive pas à résoudre. J'ai perdu au jeu, par exemple, et voilà, j'ai besoin d'argent. Mais vous avez aussi un client. Un client vous demande quelque chose et vous menace un peu, si vous ne le faites pas, de rompre la relation ou de passer moins de commandes. Voilà, un peu une forme de chantage. Vous pouvez aussi avoir des objectifs financiers ou de vente à atteindre parce qu'ils vont conditionner votre rémunération directement. Vous pouvez aussi avoir besoin de franchir une évaluation annuelle de performance. Votre patron vous a dit la fois d'avant, il faut que tu atteignes tes targets, sinon on va être obligé de prendre des mesures. Ou vous pouvez aussi avoir votre site, votre usine, la branche d'activité dont vous êtes responsable qui peut être menacée si vous n'atteignez pas ces résultats. Donc ça, c'est le point de départ d'un peu de l'acte non éthique. L'opportunité, c'est quoi? C'est-à-dire que la personne qui subit cette pression perçoit, donc c'est important de voir aussi qu'à chaque fois, il y a le mot perception. C'est important parce que la perception est toujours un petit peu subjective. Il y a une partie objective, on perçoit quelque chose qui est réel, mais la façon dont on le perçoit, dont on l'interprète, elle est subjective. L'opportunité perçue de commettre un acte illégal avec une faible probabilité de détection. Donc on se dit, tiens, là, si je voulais, pour l'instant on ne veut pas, mais si je voulais, je pourrais faire quelque chose sans me faire prendre. Donc la faible probabilité de détection, c'est quoi? C'est on constate qu'il y a très peu de contrôle. Par exemple, on a fait une erreur et il ne s'est rien passé. On s'en est rendu compte, on l'a corrigé, mais on s'est dit finalement, si je n'avais pas corrigé l'erreur, il ne se serait rien passé. Donc peut-être que je pourrais imaginer des erreurs qui me rapportent.
Ou alors vous avez une entreprise qui a une structure très complexe. C'est-à-dire qu'il y a tellement de processus que vous avez l'impression de complexité dans ce que vous faites, que vous avez l'impression que personne d'autre ne comprend ce que vous faites et que donc aucun contrôleur n'ira regarder ou ne pourra comprendre si vous faites une chose un peu différente de la façon dont vous devriez la faire normalement. Et bon, le management, s'il est distant, absent ou peu présent, ça peut suffire. Donc voilà, ce qu'il faut faire attention, c'est que les gens se disent: «Oui, mais moi j'ai des contrôles, comment dire, à distance, hein, des contrôles informatiques par exemple». Oui, mais ça ne remplace pas le management. C'est-à-dire que le contrôle informatique à distance, dans certains cas, nous permet de détecter une fraude ou un acte non éthique, un paiement de corruption, et cetera, mais il aura déjà eu lieu, donc c'est trop tard, vous voyez? Alors que le management présent, l'œil du maître, comme dit La Fontaine, hein, vous savez, une fable à lire et à relire. C'est-à-dire que la chose passe inaperçue jusqu'à ce que le maître vienne. Et en fait, le maître, c'est assez curieux, alors qu'il ne connaît pas forcément le détail. Il a un œil extérieur et une forme d'autorité, parfois un peu d'expérience. Il pose la bonne question et ça peut suffire à empêcher les gens de passer à l'acte ou détecter aussi parfois des choses étonnantes. Mais une fois qu'on a fait tout ça et une fois qu'on a la pression et qu'on a vu qu'on pouvait le faire, on se pose quand même une question parce que voilà, on est moral, on sait que c'est mal et on se dit, «Une fois que je l'aurai fait, il va falloir que moi-même, je vive avec ça. Est-ce que je suis capable de le supporter? Même si je ne me fais pas prendre, moi je sais que j'ai fait quelque chose de pas bien». Voilà, donc ça c'est on est dans un dialogue intérieur, c'est ce qu'on appelle la rationalisation. Donc, ce sont les attitudes mentales. Crécy appelle ça les verbalizations, c'est-à-dire que vous parlez à vous-même en quelque sorte, et vous vous racontez une histoire qui va vous permettre de supporter le fait de faire quelque chose qui est interdit. Alors vous allez dire, bah, de toute façon, ça s'est déjà produit. En fait, si je fais ça, ça s'est déjà fait autrefois, et puis bon, il y en a qui ne sont pas fait prendre, et puis ceux qui se sont fait prendre, bon, bah, ils sont partis avec une transaction. Bon, il y a pas eu de suite, hein, ils ont pas été, il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas eu de, voilà, bon, vous pouvez aussi vous dire, bah, je sais que les concurrents le font, hein, ou s'ils ne le font pas, ils le feront. Mon client m'a dit, bon, bah, si tu ne veux pas le faire, je connais un autre distributeur qui est prêt à le faire, hein, tu fais beaucoup d'histoires, voilà. Donc là, on se dit, voilà, on se commence à relativiser en se disant, c'est moins grave parce que d'autres le font. Personne ne s'en rendra compte. Voilà, on se dit, bon, allez, un peu de courage, quoi, hein. Bon, après, on retombe un peu dans la pression, mais là, on est dans une pression qu'on internalise et qu'on va essayer d'augmenter un peu, hein. On va un peu faire mousser la mayonnaise intérieure, si je puis dire, au lieu d'être objectif et de se dire, bah, finalement, je préfère perdre mon âme, entre guillemets, que mon travail, que mon boulot. Alors, il faut savoir que cette rationalisation, si le moral est bas, hein, rappelez-vous ce qu'on a vu précédemment sur l'engagement, plus l'engagement est faible, plus le moral est bas, hein, ce que les Américains appellent staff moral. Low staff moral, c'est un facteur évidemment de fraude et de non-conformité. On se dit, je peux y aller. Donc, je pense que ce schéma est intéressant et on peut l'appliquer. Alors, il faut être prudent, hein. Il a fait l'objet de beaucoup de commentaires, beaucoup d'analyses, de compléments, etc. Il n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais il reste globalement assez valable. Alors maintenant, on va changer un petit peu. Je vais vous expliquer un peu mon expérience chez Sonepar et comment on a vécu ce contrôle de l'Agence française anticorruption entre 2017 et 2019. Je vais d'abord présenter rapidement le groupe Sonepar, ensuite vous raconter ce contrôle et vous donner quelques leçons à en tirer avant de passer aux raisons du succès. Alors voilà le groupe Sonepar qui est assez peu connu. Donc là, j'ai fait des copies d'écran, hein, sur le site web. Donc vous voyez, c'est un métier assez simple. Qu'est-ce qu'on fait? On est grossiste en matériel électrique. On achète et on revend. Donc, Sonepar rachète et revend du matériel électrique. Donc il n'y a pas de fabrication, hein, on est l'intermédiaire entre les Schneider, Legrand, Philips, Nexans, ABB, etc. Enfin les grands acteurs les grands producteurs de matériel électrique, et puis les utilisateurs de ces produits, les utilisateurs professionnels. C'est pour ça qu'on est grossiste, on est B2B, comme on dit, et on vend donc à des électriciens ou à des industriels qui utilisent nos produits. Donc, on n'est pas incontournable. Les produits ne sont pas à nous, ils sont à nos fabricants, et rien n'empêche un client d'aller s'approvisionner directement chez le producteur. L'intérêt de venir chez nous, c'est d'avoir un service, d'avoir la disponibilité des produits, de passer une seule commande, d'avoir un conseil et un réapprovisionnement plus facile que si on doit le gérer soi-même. Voilà quelques chiffres, hein, 24 milliards d'euros en 2019, bon, une légère baisse en 2020, mais
Voilà. Et vous voyez donc le chiffre d'affaires, 54 des clients, enfin du chiffre d'affaires est fait avec des installateurs, donc des clients dont certains sont gros, mais beaucoup sont petits, hein. C'est dans le langage courant, c'est l'électricien. C'est celui qui va venir, qui intervient soit dans la construction neuve, en seconde œuvre du bâtiment pour faire le lot électrique dans un chantier, soit qui intervient chez vous quand vous refaites faire l'électricité, parce que vous achetez un appartement ancien et que vous faites rénover ou que vous construisez un pavillon et cetera. Un point important aussi dans ce groupe, c'est que la partie française ne représente que 10 du chiffre d'affaires, donc 2,4 milliards à peu près, et 90 du chiffre d'affaires est fait en dehors de France, avec un poids important aux États-Unis. Alors, comment s'est déroulé le contrôle de l'AFA? Il y a eu une première phase, donc c'est le début du contrôle. Bon, il faut imaginer que pour nous, c'était la première fois, évidemment, qu'on était contrôlé, mais c'était aussi la première fois pour l'AFA. Donc, on reçoit une lettre, une collègue en charge la directrice en charge du financement et des services de la holding, elle rentre dans mon bureau un matin et me dit: «Tiens, on a reçu ça, ça te dit quelque chose?» Bon, j'ai tout de suite vu ce que c'était, puisqu'on avait travaillé quand même beaucoup sur le problème de conformité, on connaissait la loi Sapin. Je dis: «Bon, bah, ça y est, c'est pour nous». Donc on a fait partie des 6 premières sociétés. Donc vous avez des gens qui sont entièrement nouveaux, qui connaissent mal l'entreprise, voire très peu, qui viennent du contrôle fiscal, qui viennent, comment dire, du parquet, donc des magistrats. Et au départ, la procédure est écrite, si je puis dire, enfin, ou sur pièce. Donc on reçoit un questionnaire à remplir avec des réponses à fournir sous 15 jours, juste avant les vacances scolaires de la Toussaint, enfin, vous voyez. Et le questionnaire doit être rempli pour la société mère, c'est-à-dire pour Sonepar la holding à Paris, mais aussi pour chacune de ses filiales. Or, on a plus de 200 filiales dans le monde entier, et on nous demande par exemple les trois derniers états financiers avec les rapports des commissaires aux comptes. Rien que ça, si vous voulez, ça prend des journées entières pour tout rassembler. Voilà. Donc, et on avait 170 questions et documents à fournir. Donc on s'en est acquitté du mieux qu'on a pu, avec des demandes successives. Et finalement, la visite sur place, hein, dans la deuxième semaine de décembre, les contrôleurs sont venus et ont procédé à plus d'une vingtaine d'entretiens sur place. À la fin de ces entretiens, ils nous disent nous reviendrons, enfin nous sortirons notre rapport avant la fin du mois de janvier, vous l'aurez. Bon. En fait, on a reçu le rapport. Vous voyez ici, vous avez un délai ici entre ces deux phases ici, la fin du contrôle de l'AFA et le projet de rapport de l'AFA. Vous avez presque 7 mois, enfin 6 mois, oui, plus de 6 mois, pardon, oui, 7 mois presque, voilà, d'attente pour ce rapport. Ensuite, on n'a que 2 mois pour répondre. Ça, on le savait avant. Donc, on l'a reçu un peu au moment où on commençait à partir en vacances, mais on a répondu. Tout était un peu préparé quand même. Nous avons répondu. On était un peu surpris de voir dans le projet de rapport de l'AFA qu'ils avaient très peu tenu compte de nos réponses, qui avaient été des réponses par écrit dans la phase de contrôle sur pièce, et également ce qui avait été dit lors des entretiens. Ce qui a été dit lors des entretiens avait été plus ou moins déformé. Donc, la réponse a consisté très souvent à rappeler ou à remettre en forme ce qu'on avait dit, mais également à faire état des progrès de notre programme, puisque on avait en fait mis en place la cartographie des risques et on commençait le code de conduite, enfin, un certain nombre d'éléments étaient en place, le dispositif d'alerte, tout ça était en place au moment du contrôle, la formation, formation à la corruption, j'entends évidemment, et l'évaluation des tiers également avait commencé. Mais on était en phase, je puis dire, de déploiement d'un certain nombre de ces composantes, et on a pu faire état évidemment dans la réponse de l'avancée de ces. Donc ça a été un peu une opportunité pour nous d'avoir ce délai supplémentaire. On n'est pas les seuls, il faut savoir qu'il y a d'autres sociétés contrôlées qui ont eu un délai supérieur à 1 an avant de recevoir le premier projet de rapport. Je crois que certaines même n'ont jamais reçu de projet, enfin, où les contrôles ont été abandonnés. Alors, à partir du mois de septembre, il y a de nouveau un grand tunnel, si je puis dire, un grand silence. Et le 13 mars, on apprend que on reçoit le rapport définitif et on apprend que l'Agence française anticorruption a choisi
de saisir la commission des sanctions. La commission des sanctions est très différente de l'agence. L'Agence française anticorruption, ce sont des fonctionnaires. Ils ont pour leur mission, une de leurs missions est de vérifier l'application de l'article 17 de la loi Sapin 2, c'est-à-dire les 8 composantes d'un programme de conformité anticorruption. Ils n'ont pas vocation à, à rechercher les faits de corruption, ce n'est pas le but, et ils n'ont pas la possibilité de sanctionner. Ils doivent saisir une commission des sanctions qui, elle, est nommée par décret et qui est composée de hauts magistrats indépendants de la Cour de cassation, de la Cour des comptes et du Conseil d'État. Donc, ça n'a rien à voir avec l'Agence française anticorruption. Et lors de la commission, les deux parties, si je puis dire, l'agence d'un côté et la société incriminée, se présentent et voilà, c'est un premier niveau de juridiction. Donc l'audience a eu lieu le 25 juin. Alors, la décision a été rendue très rapidement, le 4 juillet. Elle a été publiée donc au moins une semaine après. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on a procédé? Comme je l'ai expliqué, il y a un effet de surprise au début, puis très rapidement, on s'est organisé en gestion de crise pour répondre. La présidente, Marie-Christine Cohen-Roquette, s'est désignée elle-même comme interlocutrice de l'AFA, puisqu'il faut désigner un interlocuteur. Et on a travaillé en équipe, en fait. On a travaillé en équipe avec une base documentaire et un responsable par sujet. Toutes les équipes se sont mobilisées, secrétariat général, juridique, conformité, risque, finance, audit, contrôle interne, communication. Les filiales aussi se sont mobilisées. On a près de 300 filiales, comme je le disais, entre 200 et 300, enfin ça dépend si on compte les holdings, mais plus de 200 filiales opérationnelles. Et un échelon pays, une vingtaine de pays, et donc une grosse mobilisation. Et comme ça figure sur le slide, les avocats étaient présents également lors du contrôle sur place. C'est un effort très important, ça représente 6000 heures en 3 mois. Et donc la présence des avocats lors du contrôle sur place est importante parce que l'Agence française anticorruption, à la différence d'autres autorités administratives comme l'AMF, ne fait pas de PV d'audition. Les auditions ressemblent quand même un peu à des auditions judiciaires. Vous êtes en présence de 3, voire 4 contrôleurs, qui sont souvent d'anciens magistrats, qui posent des questions et demandent des réponses précises, mais il n'y a pas de PV, il n'y a pas de compte-rendu. Alors ensuite, comment est-ce qu'on a fait en réponse aux griefs et à la saisine de la commission des sanctions? Eh bien, on avait une stratégie de défense qui a été affinée peu à peu avec nos avocats. Lors de l'audience, donc, la présidente et le secrétaire général ont été présentes, ainsi que le directeur des risques, directeur du contrôle financier. On a présenté le groupe Sonepar et son secteur d'activité. On a produit énormément de pièces, des mémoires très longs. Donc là, finalement, ça a un coût important. Ce qu'il faut voir, c'est que lors de l'audience, il y a eu beaucoup de questions à l'attention de l'AFA. Par exemple, une question sur le secteur à risque. L'AFA avait dit qu'on était dans un secteur à risque, que ce n'est pas dans un secteur à risque. Et ils ont eu beaucoup de mal à expliquer ça. Et l'explication qu'ils ont fini par donner, c'est qu'on vendait à des gens qui étaient dans le secteur du bâtiment, donc les électriciens, les artisans électriciens, effectivement, et on peut les considérer comme c'est du second œuvre du bâtiment, donc ils font partie effectivement du secteur plus large du BTP, même s'ils ne sont pas dans le gros œuvre ou le ciment et tout. Donc, ils ne sont pas les plus exposés au sein de ce secteur, mais ils sont un peu exposés. Mais nous ne sommes pas là-dedans. Enfin, nous ne sommes pas sur des contrats de même nature. Nous sommes sur des transactions de faible valeur, des contrats de gré à gré pour la plupart, très peu de marchés publics. Nous traitons essentiellement les acteurs privés, même si les acteurs privés eux-mêmes interviennent ensuite sur des marchés publics. Voilà un exemple de question qui était posée à l'AFA à l'audience. Une autre question sur les griefs concernant la cartographie des risques que j'avais faite. Je me rappelle très bien la première réaction lorsque le contrôle a été notifié. Je me suis dit au moins sur la cartographie des risques, elle est faite. On s'est fait aider par Ernst & Young, par EY. Elle est en cours de déploiement et ça se passe plutôt bien. Les risques ont été cotés, etc. Enfin, on a de la documentation. Bon, je suis à peu près tranquille là-dessus. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au fil du contrôle, et notamment dans les griefs, et à l'audience même, l'AFA a concentré ses attaques sur la cartographie des risques. Donc c'est un peu, il y avait une espèce de... Je me sentais un peu en me disant, bah tiens, la chose dont on était la plus sûre au départ est celle sur laquelle ils concentrent leurs attaques. C'est assez étonnant. Donc l'AFA, la commission des sanctions a demandé à l'AFA
qu'est-ce que vous reprochez à la cartographie des risques? Ils étaient bien en peine de le dire de façon claire et ils ont fini par dire qu'elle était ratée, ce qui a provoqué un peu une stupeur, une surprise dans la salle. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que la cartographie des risques est effectivement au centre du dispositif, c'est pour ça qu'ils avaient concentré leurs attaques dessus, et qu'il faut donc y accorder un soin important. Alors le résultat a été spectaculaire, hein, puisqu'on a été, comment dire, aucune sanction n'a été retenue, aucun avertissement, aucune injonction, enfin, voilà. Donc on a communiqué tout de suite dessus, et la presse en a fait l'écho, comme vous le voyez dessus, sur le fait qu'on était certifié conforme à Sapin 2. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer? Écoutez, moi j'ai plusieurs, enfin je vais passer rapidement là-dessus. Sur les décisions de la commission, donc il y a la décision Sonépar, et en février 2020, vous avez une décision dans l'affaire Imerys, où là Imerys a quand même eu des injonctions, mais n'a pas été sanctionné, contrairement à ce que pas immédiatement en tout cas, contrairement à ce que l'AFA avait demandé. Et leur critique de la cartographie des risques a échoué également. Donc ça n'a pas été une décision si favorable que ça pour l'AFA. Donc il faut retenir que les recommandations de l'AFA, ça a été dit très clairement, n'ont aucune. On peut s'en démarquer complètement, hein, c'est juste un guide, c'est une possibilité, on n'est pas obligé. Alors ça a des conséquences si vous suivez les recommandations de l'AFA. L'AFA ne peut pas attaquer évidemment votre méthode, elle doit démontrer que vous n'avez pas suivi les recommandations. Par contre, si vous vous démarquez des recommandations de l'AFA, ce qui était notre cas, puisque quand on a mis en place notre programme, l'AFA n'avait pas sorti ses recommandations, donc on n'avait pas le choix, hein, on a dû faire notre programme nous-mêmes sans avoir ces recommandations. Il faut dans ces cas démontrer la pertinence, la qualité et l'effectivité. La qualité et l'effectivité, ça se mesure notamment par les moyens, hein, la profondeur, on parle de granularité aussi, les moyens que vous y affectez. Et le deuxième point qui est ressorti également de la décision Imerys, c'est que l'AFA ne peut pas interpréter la loi, ne peut pas rajouter à la loi, et que voilà, il faut vraiment que les manquements ou les griefs formulés correspondent à des choses qui sont dans la loi, dans l'article 17, et pas dans les recommandations ou dans des interprétations que l'Agence française anticorruption pourrait faire. Alors, il faut vous préparer ou vous faire accompagner les sociétés. Elle s'applique à toutes les sociétés. Nous-mêmes, on était surpris, hein, ça n'est pas été surpris vu son profil de risque. Donc, bon, on pense, on n'est pas sûr, mais qu'on a dû faire l'objet d'un signalement ou d'une alerte, je ne sais pas comment il faut dire, peut-être d'une dénonciation. On n'en a pas de preuve. Donc, voilà, vous êtes, il n'y a pas de personne n'est à l'abri. Hein, voilà. Et ce qu'il faut retenir, évidemment, c'est que la base, c'est la cartographie, et celle-là, elle doit être spécifique, documentée, diffusée et mise à jour. Elle doit être reliée au code de conduite, à l'évaluation des tiers, au programme de formation, aux procédures de contrôle comptable. Je reviendrai dessus après parce que c'est très important, ça. En fait, le vrai risque, ce n'est pas d'être contrôlé, mais c'est bien d'avoir un ou des cas d'effectifs de corruption. Donc, retenez que tout l'effort que vous ferez pour vous préparer au contrôle de l'AFA n'a d'utilité que parce qu'il vous aide à muscler. C'est une sorte de test, hein, de pré-audit qui va muscler votre programme et vous le rendre plus robuste et plus résistant et mieux à même de prévenir et de détecter la corruption. C'est ça le but, hein. Alors, il y a trois conseils que je donne à mes clients, hein, aux personnes qui me consultent. La première, évidemment, c'est de préparer les réponses et documents à fournir à l'AFA. Ils figurent sur le site web de l'Agence française anticorruption, la liste exacte. Nous n'avions pas eu cette possibilité. Nous, on l'a reçue par la poste, hein, sans avoir pu nous préparer avec juste 2 semaines. Vous avez le temps de les préparer et c'est sûr que, bon, ils ont un peu évolué, mais ça fait maintenant presque 3 ans qu'ils sont là. Donc, prenez-les, regardez, c'est très facile. C'est une bonne checklist. Ensuite, il faut désigner formellement un responsable du dispositif anticorruption. Hein, ça, c'est important, formellement. C'est-à-dire que c'est pas vous avez un responsable conformité, c'est très bien, mais il faut indiquer que si c'est lui qui est responsable de l'anticorruption. Il faut utiliser le mot corruption, ce n'est pas un gros mot. Ça, c'est un point aussi très important. Il faut que le sujet corruption passe dans les instances de gouvernance. Hein, il faut que vous ayez il faut que la conformité anticorruption soit évoquée au comité d'audit et au conseil d'administration. C'est à ça que sert de désigner formellement un responsable. Il peut préparer des rapports, des dossiers, on sait qu'il s'en occupe. Il est visible aussi dans l'organisation. C'est à cela que sert toute cette désignation formelle. L'Agence française anticorruption veut du spécifique corruption, très important. Hein. Si vous n'avez que des choses qui parlent d'éthique et de conformité, ce n'est pas suffisant. Il faut nommer l'objet. Et puis faire un résumé factuel et documenté des engagements des dirigeants
puisqu'en fait, l'AFA considère qu'il y a une sorte de 9e composante, 9e pilier de Sapin 2, en plus des 8 obligations de l'article 17, il y a l'engagement des dirigeants. Extrêmement important de ne pas rater ça. Alors maintenant, on va voir un peu les facteurs de succès d'un programme de conformité. Le premier auquel je suis un fervent partisan, c'est l'approche par les risques. On en a déjà parlé, mais je vais revenir dessus. La clarté des objectifs, ça c'est très important aussi. L'engagement de la direction, on en a parlé, mais on va revenir dessus encore. Et enfin, la culture et l'appropriation. Alors, les autorités anticorruption considèrent que l'évaluation des risques détermine le contenu du programme et le niveau des ressources qui lui sont allouées. Donc là, c'est sur l'anticorruption, hein, c'est directement. Alors, je vous ai mis une citation, donc c'est paru au journal officiel, c'est l'avis sur les recommandations, le premier avis de 2017, il y en a un plus récent qui est sorti en 2020, mais là, vous avez celui de 2017. Et donc, c'est intéressant puisqu'il explique, je ne vous le lis pas, mais vous le voyez à l'écran, vous pouvez le retrouver facilement en ligne. On parle bien des enjeux propres à chacun. Hein, et on parle bien de coûts raisonnables et proportionnels. On parle bien d'exposition au risque, d'enjeux d'exposition concentrés. Hein, donc ça, c'est des points très importants. Et on insiste à nouveau sur le fait que c'est bien les risques que la cartographie des risques conduit à identifier qui déterminent le contenu. Voilà. Et une autre citation, donc une traduction, un extrait de document américain, un document de référence également. Voilà, le ministère de la Justice considère que le procureur doit commencer l'évaluation d'un programme de conformité par regarder d'un point de vue commercial comment l'entreprise a identifié, évalué et défini son profil de risque. Et c'est développé après, je n'ai pas le temps de tout le détailler, mais c'est vraiment c'est son profil à elle. Hein. C'est très important. Il n'y a pas de comment dire de choses toutes faites. Il faut faire l'exercice. Il faut vraiment le faire. Alors, cette approche s'applique aussi à l'ESG, tout ce qui est environnement social et gouvernance, et au management de la qualité. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que l'approche par les risques fait appel à l'analyse. Il ne s'agit pas d'appliquer un truc tout fait. Ce n'est pas une grande checklist. Ce n'est pas parce qu'on parle de conformité que l'approche par les risques, une approche économique, ne doit pas être conduite, au contraire. Il faut faire marcher son cerveau. Il faut conduire son esprit, si je puis dire, dans toutes ces dimensions et être tout le temps faire preuve d'intelligence. Alors là j'ai fait une citation d'une personne de Aon, le grand courtier d'assurance, la personne responsable du gouvernement d'entreprise, qui explique très bien qu'il faut déterminer les problèmes qui sont importants pour votre entreprise et votre secteur. C'est extrêmement, c'est vraiment la chose à retenir. Et là, vous avez un extrait de la norme ISO 9001 qui a été revue en 2015, qui explique bien que l'approche par les risques permet cette maîtrise préventive et aussi, bien sûr, d'éliminer les non-conformités potentielles, mais aussi d'analyser les non-conformités qui se produisent pour éviter leur réapparition. Donc, c'est cette notion importante dans le cycle ISO de la qualité, un cycle d'amélioration. On tire parti de tout ce qui se produit, y compris les événements qu'on n'a pas souhaités. Alors là je vais passer rapidement parce que c'est effectivement une démarche que vous devez certainement connaître. Comment se déroule l'approche par les risques? Bon, vous avez, si vous voulez, un certain nombre d'étapes. Établir le processus, donc définir un peu le processus. Très important pour la conformité, de savoir quel est le champ, quels sont les objectifs, qu'est-ce que je prends, est-ce que je prends la corruption, est-ce que je prends la corruption et la RSE, quelles sont les parties prenantes, quelle est l'appétence au risque, identifier les risques. Donc là, c'est effectivement, il faut bien identifier les risques, et ça, c'est quelque chose qui n'est jamais terminé, même si ça se présente comme une séquence. En fait, ce n'est pas une séquence, c'est itératif. Un point très important. Voilà. Ensuite, on évalue les risques inhérents, ensuite les contrôles, on calcule les risques résiduels, et on élabore un plan d'action et on le suit. Et le dernier point le plus important, c'est qu'il faut communiquer la stratégie de gestion des risques et les résultats aux membres de la direction et collaborateurs. C'est particulièrement important pour la corruption de le faire, puisque c'est des questions que la FA pose à juste titre
en disant que si on ne communique pas la cartographie, elle ne sert pas à grand-chose, il faut que les gens soient au courant pour pouvoir en tirer des conséquences. Et bien sûr, le plan d'action doit être communiqué, son avancement. Voilà, donc ce qu'on a fait chez Sonepar, c'est qu'on a croisé en fait les cartographies des risques qu'on a réalisées, on les a croisées avec le code de conduite, avec le programme de formation et avec l'évaluation des tiers. On a essayé de regarder, puisque tout ça avait été mis en place à peu près au même moment, on va dire, enfin pour la partie corruption, en tout cas en 2017. On a ensuite essayé, au fur et à mesure que la cartographie des risques était mise à jour, de s'assurer qu'il y avait les mêmes évolutions qui se produisaient dans le code de conduite, dans le programme de formation et dans l'évaluation des tiers, qu'on en tenait bien compte. Le risque intermédiaire, par exemple, était important pour nous, les risques liés aux intermédiaires. Donc, on a développé notre programme d'évaluation des tiers en fonction de ce risque intermédiaire. Puis maintenant, les aspects logistiques ressortent et on fait un focus sur les intermédiaires logistiques. Voilà, c'est comme ça qu'il faut procéder. C'est un cycle itératif. Alors, le dernier point sur l'approche par les risques, la gouvernance. C'est un peu un résumé de... Bon, le point important dans la gouvernance des risques, c'est les 3 lignes de défense. Je n'ai pas le temps de développer, mais c'est un concept qui est un peu critiqué, débattu, mais qui reste très efficace. Vous avez une première ligne qui est le propriétaire des risques, des risques et des contrôles, des opérationnels. Ensuite, vous avez ceux qui fixent les règles et qui s'assurent qu'elles sont... C'est la supervision, c'est la deuxième ligne de défense, c'est les services de contrôle, de conformité, de la direction des risques, le juridique, etc. Et vous avez ensuite les services de vérification indépendante, les auditeurs internes, les commissaires aux comptes. Et puis, vous avez le contrôle interne. Donc, la force de Sonepar, le succès, vient qu'on avait un dispositif de contrôle interne ancien, qui avait une bonne maturité, qui avait été adapté et développé, qui évidemment a été remanié et enrichi fortement par le programme de conformité. Mais c'était une force pour nous dans nos réponses au contrôle de l'AFA, c'est très clair. Donc, l'approche par les risques doit vous permettre de prévenir, de détecter et de remédier. Dans la détection, évidemment, il y a le dispositif d'alerte, mais il n'y a pas que ça. Dans la détection, vous avez aussi les procédures de contrôle comptable qui sont très souvent négligées et qui sont très importantes. Vous avez tout ce qui est data analytics. Et puis, vous avez aussi le style de management. On va y revenir rapidement ensuite. C'est-à-dire que la possibilité de pouvoir en parler, de pouvoir prévenir, faire remonter les problèmes. Donc, retenez bien qu'il n'y a pas de prêt-à-porter, pas de checklist, pas de copier-coller. Si vous copiez le dispositif de quelqu'un d'autre, vous courez le risque de ne pas avoir les bons ingrédients, de louper la recette. Il faut vraiment trouver dans votre jardin potager, les bons légumes, ceux qui comptent, et faire la soupe avec ce que vous avez chez vous, et ne pas se cacher le voisin. Ça ne marchera pas. La clarté des objectifs, ça c'est très important, puisque les risques, c'est bien l'effet de l'incertitude sur les objectifs. Et donc, si les objectifs ne sont pas clairs, eh bien les risques ne seront pas clairs non plus. Donc c'est très important. Il faut absolument déterminer les objectifs de l'entreprise. Le but de l'entreprise n'est pas de faire des profits, c'est de réaliser un projet qui réponde à une demande d'un client. Ça, c'est très clair. Si les objectifs de l'entreprise ou des cadres sont exprimés qu'en termes de résultats financiers, ça peut tourner à la catastrophe. Ce sont des outils de mesure. Le but, c'est quand même le client à la fin. C'est le client qui est roi et non pas l'argent qui me fait gagner. Ou pour le dire autrement, ce n'est pas parce que le but est lucratif que le lucre devient le but. Attention. Donc, vous avez des objectifs stratégiques et des objectifs permanents. Il est très important que les deux soient, le positionnement respectif des deux est très important. Il faut intégrer en cohérence un objectif permanent, par exemple, de continuité, de sécurité des personnes, par exemple, l'objectif de conformité, évidemment, et l'objectif stratégique de conquête de marché, etc. La bonne intégration des deux, ou la satisfaction du client, la bonne intégration des deux va vous permettre de réussir et d'être cohérent. Un point très important, là, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais vous le lisez à l'écran, l'organisation doit évaluer les managers sur les objectifs permanents et elle doit, ça peut paraître surprenant, mais elle doit se séparer, oui, à terme, elle doit envisager de se séparer de ceux qui ne parviennent pas à intégrer ces objectifs permanents. Quelqu'un qui fait prendre des risques en matière de santé des personnes, en matière d'intégrité, si vous l'acceptez temporairement, parce que quand même, il est quand même super bon, il a encore gagné des clients, etc. Puis tu as vu, il a débassé avec un super résultat, et bien vous aurez un problème tôt ou tard. Donc ça, c'est une leçon à retenir, très importante. Vous le retrouvez dans la littérature citée par plusieurs auteurs. Ici, je vous ai mis un exemple de communication de Sonepar qui remonte à 2014, donc vous voyez bien avant la loi Sapin 2. Donc vous avez vu dans la présentation de Sonepar, il y a plusieurs piliers, il y a les clients, il
il y a people, customers, people, growth et performance ou profit. Bon, voilà, vous avez les 4 piliers. Ben, on met l'intégrité et la compliance dans le pilier client, dans un pilier très opérationnel, parce que c'est la base de la confiance. C'est comme ça qu'il faut procéder. Il ne faut surtout pas séparer les choses. Dans le succès, il y a l'engagement de la direction. Bon, ça, c'est quelque chose qui est très souvent cité. Il faut savoir que ça ne va pas de soi. Les manquements à l'éthique, malheureusement, progressent. Hein, vous avez c'est 39% des cas. Bon, c'est une étude qui a été faite il y a 2 ans. Je n'ai pas encore la dernière étude. Voilà, mais vous avez vu avec MeToo hein, comment voilà, on s'aperçoit que bah, les dirigeants au sommet ne sont pas forcément vertueux. Il y a donc une opportunité évidente pour les responsables de conformité, de gestion des risques, les responsables de ressources humaines, etc., de renforcer le ton au sommet et d'inviter leurs grands patrons à se poser des questions là-dessus et à formaliser leur engagement, enfin voilà, à renouveler leur engagement, à l'exprimer, un peu à brûler leur vaisseau, comme on dit, c'est-à-dire à s'interdire sous peine d'hypocrisie. Donc, le premier pilier du dispositif anticorruption pour la FA, c'est l'engagement de l'instance dirigeante. Je ne reviens pas là-dessus parce que ça a été dit. Il y a un point sur lequel je veux insister, c'est les sanctions en cas de comportement contraire au code de conduite. C'est très important, ça, de pouvoir montrer qu'on a sanctionné. C'est utile en interne, hein, évidemment, mais aussi en externe. Alors, la culture et l'appropriation, je vais terminer là-dessus, c'est extrêmement important. Donc là, on a parlé un peu du tone at the top, l'exemplarité du management, mais il y a aussi, si vous voulez, le management en général. Vous, managers là, qui m'écoutez, il faut savoir que voilà, vous avez beaucoup de gens, l'éthique ne va pas de soi. Je vous ai mis des extraits de deux enquêtes, le Global Integrity Report de EY et une étude de Refinitiv. Refinitiv, c'est la branche trading, comment dire, et données financières de Thomson Reuters. Hein. Et qui a fait une étude sur les risques liés aux relations avec les tiers pour montrer qu'en fait les tiers peuvent vous amener beaucoup de problèmes parce qu'en fait chez eux, enfin comme dans toutes les sociétés, vous avez 2 tiers des gens qui pensent qu'on pourrait, vous retrouvez le triangle de Crécy, là, vous voyez, winning new business is a priority, donc vous avez la pression de faire de la conquête et donc on pourrait s'affranchir des réglementations. Voilà. Et puis l'idée qu'on pourrait ne pas être poursuivi, donc l'opportunité en quelque sorte. Voilà, ça, c'est important. Donc, vous avez le ton au sommet, vous avez le ton au milieu. Donc, il ne faut pas laisser. Il y a un point très important, c'est la clarté et la transparence. Il faut donner des instructions très claires. Vous savez, enfin, c'est une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais dans les problèmes de violence policière au moment des Gilets jaunes, ou même des crimes de guerre, en remontant plus loin, hein, pendant la guerre du Vietnam ou d'autres périodes, on s'aperçoit que souvent, c'est le manque de clarté des instructions du commandement qui est cité par les gens qui ont commis ces crimes de guerre ou ces violences. Ils disent bah, on nous a dit plus ou moins de nous débrouiller, quoi, de faire ce qu'il fallait. Enfin, ça ne va pas. Hein. Il faut vraiment être très clair et dire je refuse, je vais vous aider à refuser, je vais vous former, moi-même je m'interdis de le faire, etc. Il faut en parler, il faut aller voir les gens, il faut promouvoir ça de façon positive. Il ne faut jamais laisser les gens seuls à leurs problèmes, il faut en discuter, il faut se rendre sur le terrain et discuter avec CN-2. C'est quelque chose de très important. Ce qu'il faut aussi, c'est demander à vos subordonnés, d'une façon générale, l'engagement. L'engagement, c'est chaque personne qui s'engage dans une équipe, comme dans une équipe de football ou de rugby, et non pas la loyauté, parce que la loyauté d'un individu à l'autre, et si vous habituez les gens à la loyauté simplement, ils vont être loyaux à leur chef, et si leur chef demande de faire quelque chose, la loyauté l'emportera sur les règles. Donc l'engagement, c'est différent. L'engagement suppose des règles, précisément. Tout le monde respecte les règles dans une équipe. Alors, il faut aussi arrêter d'être naïf. C'est-à-dire qu'il faut parler le langage. C'est Bertrand Piccard qui dit ça pour tout ce qui est environnement. Hein. Il ne suffit pas de dire que c'est mauvais pour la planète. Il faut montrer aux décideurs que ce qui est mauvais pour la planète va leur apporter des profits, va servir leurs intérêts. Hein, il faut aussi écouter the voice of society. Il faut se rendre compte, là c'est un langage d'intérêt à nouveau qui parle, l'intérêt de l'entreprise est d'écouter en fait ces voix cachées, hein, les victimes, les gens qui ont été victimes de harcèlement, de viol ou d'abus sexuels, qui s'expriment maintenant, par exemple, c'est un exemple, il y en a d'autres, hein, des voix qui ne pouvaient se faire entendre autrefois, maintenant par les réseaux sociaux, par une forme de libération de la parole, ont des moyens qui n'avaient pas autrefois de se faire entendre et de provoquer des changements. Donc les entreprises doivent être attentives à ça. C'est extrêmement important. On peut faire bouger les choses.
c'est pas par altruisme, c'est pas par des bonnes paroles ou des vœux pieux, hein, c'est en parlant effectivement profit, en parlant élection, en parlant création d'emplois, etc. Donc il faut savoir que la corruption n'est pas bonne pour les affaires, c'est une catastrophe. Le coût mondial est estimé par le Forum économique mondial à 3 600 milliards de dollars, 5% du PIB mondial, sous forme de pots de vin et d'argent volé. Vous avez, si vous lisez dans le pilier 6, l'objectif 16, pardon, de développement durable de l'ONU, hein, de promouvoir des sociétés inclusives, justes et pacifiques, vous verrez que voilà, les pays en voie de développement, on leur vole chaque année 1 260 milliards de dollars sous forme de corruption, évasion fiscale et flux financiers illicites, ce qui fait à peu près la taille de l'économie de la Suisse, de l'Afrique du Sud et de la Belgique, et permettrait de faire sortir de la pauvreté 1,4 milliard de personnes pendant 6 ans. Donc c'est un fléau qui impose des coûts. Hein, il faut réfléchir, il faut faire ce travail dans votre entreprise pour voir comment votre entreprise est concernée par ça. Bon, l'éthique des affaires n'existe pas. Voilà, je vais terminer un peu là-dessus. L'éthique des affaires n'existe pas, c'est-à-dire qu'il y a une seule éthique. Hein. Bien sûr, l'éthique existe. Mais si vous commencez à parler d'éthique des affaires, ça veut dire qu'il y aurait une éthique pour les affaires et une éthique pour le reste. Non, il y a une seule règle. Hein, enfin, moi, c'est ce que j'en suis persuadé. Je vais terminer un peu par ça. C'est que il faut traiter les autres comme vous voulez être traité vous-même. C'est tout. Donc, vous ne voulez pas voilà, qu'on vous fasse payer des choses dont vous n'avez pas bénéficié. Donc, voilà, vous n'allez pas demander, vous n'allez pas verser vous-même de l'argent à des gens qui veulent profiter d'une transaction pour se servir une commission illégale. Voilà. Et un critère simple, le critère simple, eh ben, c'est le journal. Si vous hésitez sur ce qu'il faut faire, dites-vous, est-ce que ce que je m'apprête à faire ou ce qu'on me demande de faire, est-ce que si demain c'est dans le journal, j'ai pas de problème? Est-ce que je suis capable de l'expliquer à quelqu'un d'autre? Il ne faut pas rester seul face à son problème. Et la RSE, c'est très bien, la responsabilité sociale des entreprises, mais attention, la gestion des risques, elle commence par soi. Il faut, le dernier conseil que je vous donne, c'est de réfléchir à ces questions avant d'être dans la situation. Faites réfléchir les gens, faites travailler les gens au calme. Faites des ateliers d'évaluation des risques, faites des analyses de scénarios. Quand il n'y a rien, quand il ne se passe rien, c'est beaucoup plus... vous vous préparez à l'avance, voilà. Mais je crois que je vais terminer là-dessus, hein, sur l'idée que la conformité permet d'arriver à un monde meilleur et qu'un monde meilleur pour les clients, ce sera un monde aussi meilleur pour vos entreprises. N'oubliez pas que c'est un travail que vous devez faire dans votre entreprise, vous devez faire votre travail, vous devez, voilà, il faut travailler beaucoup et d'abord travailler par son esprit. Faites travailler votre esprit, n'arrêtez pas d'analyser et d'avancer dans la bonne direction. J'ai un peu dépassé mon temps de parole, je vous prie de m'excuser. Non, pas du tout, pas du tout. Si vous avez des questions, je suis à votre Et disposition. bien écoutez, déjà Jean-Luc, merci beaucoup pour cette présentation, l'ensemble des réponses que vous nous avez apportées et puis pour cette belle conclusion. Alors effectivement, on a eu pas mal de questions. On va commencer par la première qui a été posée par Fetachi Zineb et donc je vous la lis. La réglementation relative à la conformité s'applique majoritairement aux grandes entreprises. Alors quelle est la situation des ETI? Alors, attention, je vais prendre un exemple, la corruption. La loi Sapin, effectivement, bon, ça s'applique pas aux ETI de moins de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est vrai. Attention, vous avez quand même des éléments qui sont dans la loi Sapin, pas dans l'article 17, mais par exemple sur le dispositif d'alerte, ça s'applique à partir de 50 salariés. Donc déjà, vous avez une obligation de moyens et vous avez une directive européenne qui va sortir sur le même sujet. Donc vous avez quand même, bon, quelquefois le seuil est plus bas que ce qu'on peut croire, donc il faut faire attention. Et surtout, contrairement à ce qu'on entend dire, la loi Sapin 2 n'est pas la loi qui a criminalisé la corruption. La corruption est interdite depuis très longtemps, la corruption publique et privée. Et donc ça s'applique à tout le monde. Donc, comment dire, certes, vous ne serez pas contrôlé par l'AFA parce que vous êtes hors champ, mais je dirais à la limite, si vous estimez que vous n'avez pas à vous préparer ou pas à lire la documentation ou les prescriptions, les recommandations de l'Agence française anticorruption, parce que vous êtes en dessous du seuil, vous faites peut-être une erreur de jugement. Et encore une fois, le risque, ce n'est pas l'AFA, hein, c'est la corruption. Et la corruption, bon, vous n'aurez pas l'AFA, mais vous aurez le procureur sur le dos. Hein, non, je crois que bon, la difficulté pour les ETI, effectivement, c'est enfin, pour terminer sur cette question, c'est de travailler en réseau. C'est-à-dire que tout seul, c'est très difficile. Mais en réseau, donc il y a
il y a des, comment dire, des associations, des clubs, bah, comme la EGE, c'en est un, hein. Mais vous en avez plein d'autres. Vous avez l'AMRAE pour les risques, vous avez l'IFACI pour tout ce qui est contrôle et audit, vous avez le cercle de la compliance. Bon, moi, ce que je conseille, c'est d'adhérer à ces cercles, ou en tout cas de s'y intéresser et de réfléchir. Voilà. Vous ne devez jamais cesser de réfléchir et toujours comment dire, de bien comprendre que la loi, finalement, le risque, c'est pas la loi, hein. La loi, c'est une aide, c'est l'expression de la volonté générale. Donc, bon, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais n'oubliez pas le code de commerce, en tout cas, hein. Il n'y a pas que la loi Sapin 2. Merci beaucoup, Jean-Luc. Alors une seconde question, cette fois-ci posée par François-Joseph Pittiot. Les sanctions imposées en matière de conformité sont-elles effectives et suffisantes? Alors, ça dépend des sanctions. Si vous parlez du FCPA, je pense qu'elles sont enfin, vous avez vu, en augmentation constante. Je vais vous citer un exemple, c'est Technip. Technip, ils sont repeat offenders, si je puis dire, puisqu'ils ont été pris 2 fois. Ils avaient fait un premier DPA, un Deferred Prosecution Agreement, puis ils ont été de nouveau, quelques années après, sont retombés sous les fourches du FCPA. À chaque fois, ils s'en tirent avec le résultat opérationnel d'une année qui fout le camp, hein. Donc, c'est des sanctions, oui. Alors, les sanctions pour ces faits-là sont importantes. Alors, maintenant, si vous parlez des sanctions prévues par la loi Sapin 2, 1 million d'euros, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on risquait, nous, quand on est passé à la commission, 1 million d'euros pour Sonepar et 200 000 euros pour Marie-Christine Coine en tant que mandataire social, enfin présidente, qui était mise en cause également. On peut considérer qu'elles ne sont pas, pour un groupe de notre taille, c'était tout à fait supportable, mais c'est plutôt l'infamie, vous voyez ce que je veux dire, enfin la mauvaise réputation. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà, il y a les sanctions administratives. Bon, ce que j'ai dit sur le blanchiment d'argent, l'exemple que j'ai donné récent, le mois de janvier, en Angleterre, 24 millions de livres, hein, quand même, pour juste un défaut de dispositif de prévention du blanchiment d'argent. Bon, bah, ça montre que ça rigole pas. Le blanchiment d'argent, il y a une victime derrière, hein. Il y a forcément quelqu'un. C'est de l'argent qui peut venir d'une rançon de cybercriminalité, c'est de l'argent qui peut venir d'exploitation d'enfants, comment dire, d'économie parallèle, voilà, du crime organisé. Donc, en faisant pas votre travail, c'est normal que vous soyez sanctionné fortement. Merci Jean-Luc. Une troisième question, cette fois-ci posée par Eric. Les formations sont-elles suffisantes, efficaces? De plus en plus d'e-learning sont très sommaires. Alors, c'est une excellente question. Je n'ai pas le temps de développer, mais vous avez le micro-learning. Parce qu'en fait, le e-learning, grosso modo, moi, je me rappelle avoir fait un atelier il y a 3 ans en Chine, et les Chinois eux-mêmes m'ont dit, vous savez, quand on reçoit vos e-learning, qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord, il faut qu'ils soient en chinois, mais même quand ils sont en chinois, il y a des quiz, etc. Donc il y en a un qui fait le e-learning, il fait le quiz final, il note les bonnes questions, les bonnes réponses, puis ensuite il donne ça à tout le monde, et tout le monde clique sur les slides à toute vitesse et répond sans avoir lu les slides, parce qu'il sait qu'il faut répondre à A, 2B, vous voyez, un peu comme une bataille navale à toute vitesse. Bon. Et donc, bon, enfin, ça c'est un peu caricatural, mais donc c'est un premier écueil. Et le deuxième écueil, c'est que les gens ont beaucoup de mal à se concentrer. Il y en a beaucoup de messages, et qu'on considère qu'au bout de 30 secondes, c'est très court, l'attention baisse. Et donc, pour contrer ça, on passe maintenant à du micro-learning, hein, ou à des programmes de sensibilisation où les messages vont être beaucoup plus courts et fractionnés. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un e-learning de 20 minutes ou d'une demi-heure, voire quelquefois plus long d'1 heure, on va concentrer sur un temps beaucoup plus court et on va passer qu'un message ou 2 messages. Ou alors on va vous tester directement. C'est-à-dire qu'on va faire un test. Voilà. Il faut utiliser toutes ces méthodes. Donc si vous, si vous voulez... et il y a des prestataires, enfin, qui proposent des adaptations de micro-learning, évidemment, à votre situation, à vos messages, à votre population. Le plus important aussi, oui, dans la formation, c'est de bien cibler la population à laquelle on s'adresse et d'être assez large, hein. Enfin, par exemple, dans la distribution, nous, on a considéré que toutes les personnes qui étaient en relation avec des clients ou des fournisseurs étaient à former, ainsi que toutes les personnes en charge de fonctions de contrôle, au sens large, hein, et les personnes ayant des fonctions un cadre supérieur et dirigeant, donc les responsables d'unités, de divisions, de pays, etc. Donc finalement, on est arrivé à une population qui n'est pas loin, qui est plus de la moitié de la population. Mais après, il faut adapter, voilà, les micro-learning ou les learning doivent être adaptés à chaque population.
Et la meilleure formation, c'est celle que vous avez conçue avec les gens à former, hein. Il faut investir là-dedans. Peu de gens le font, mais c'est beaucoup plus efficace, de façon à avoir des exemples qui parlent, hein, des bons. Merci. Alors, une autre question, cette fois posée par Enzo Camano, alors qui est un peu complémentaire avec celle qu'on vient de poser, hein. Comment pouvons-nous sensibiliser nos collègues à la fraude et à la conformité, le sujet n'étant pas la priorité de chacun et tous ayant leur propre objectif? Alors, excellente question aussi. Alors, je dirais, la première chose à faire, je ne l'ai pas dit assez, excusez-moi, je vais revenir un peu sur les risques. Quand vous faites les évaluations de risques, heu, comment dire? Très souvent, on demande aux gens, hein, on a des choses qui ont une apparence de rationnel. En fait, on demande des cotations de risque et comment dire? En les agrégeant, bon, on arrive à avoir quelque chose qui a quand même du sens, mais qui a une apparence de science, alors qu'en fait, ce n'est que de l'addition de subjectivisme, de subjectivité, avec parfois des biais cognitifs. C'est-à-dire que si dans l'entreprise, un événement ne s'est jamais passé, et ben, les gens ne vont pas le percevoir comme un risque. Donc, la première réponse à ça, c'est d'avoir le maximum d'éléments, comment dire, qui ne dépendent pas de la subjectivité. Donc des indicateurs externes, comme les indices de corruption, mais aussi, en interne, vous avez les reportings de fraude, si ça existe, ou les relevés de fraude qui peuvent exister, les statistiques de la ligne d'alerte par sujet. Évidemment, c'est confidentiel, mais en général, vous pouvez avoir quand même des synthèses et utiliser ces indicateurs, heu comment dire, comme des éléments, objectifs, vous aidant à mesurer les risques et à tempérer, les éléments de subjectivité. Heu et donc pour répondre à la question là qui m'est posée, j'ai fait un petit détour, excusez-moi. Il faut effectivement, partir de il ne s'agit pas de vendre de la peur, mais déjà partir de tous les risques avérés. Essayer de capitaliser sur les problèmes qui ont été rencontrés, hein, sur les Mmh. non-conformités que vous avez pu rencontrer. Essayer de les analyser, de faire des retours d'expérience et de les voilà, de partir du vécu. Alors après, pour sensibiliser les gens, il faut les écouter, hein, il faut leur demander de parler de leur métier, et puis il faut aussi, d'une certaine façon, comment dire? Enfin, ne pas il ne faut pas dire qu'on n'a pas le choix, mais il faut dire qu'on ne peut pas l'éviter. Il y a dans une pièce de Shakespeare, il dit, «Ce qu'on ne peut pas éviter, il faut l'embrasser». C'est un peu ça, c'est qu'en fait, comme vous n'avez pas le choix, hein, voilà. Bon, il y a un autre axe aussi, c'est-à-dire que quand on n'a pas le choix, il ne faut pas le faire comme une contrainte, mais au contraire le faire comme une opportunité. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, en traitant le risque de conformité, vous allez éviter, pas seulement la corruption, mais vous allez aussi éviter la fraude et vous allez aussi trouver des problèmes de dérive budgétaire. Par exemple, si vous mettez une double signature pour éviter les fraudes, vous allez, il y a des gens qui vont se poser des questions en voyant, certains paiements, certaines dépenses, et vous allez remonter un peu dans les chaînes, vous allez voir dans les processus, et tout ça va vous amener à des bénéfices inattendus. Donc il faut vraiment faire cette analyse de ce que ça peut rapporter. Partez donc des problèmes que vous avez rencontrés, écoutez les gens, faites-les parler de leur métier, et si aussi vous trouvez des alliés en interne, si vous pensez que la direction, n'écoute pas assez, vous pouvez monter des comités des risques un peu officieux, hein, essayer de vous faire des mini réunions à 3 ou 4 avec des gens du middle management. Je connais plusieurs entreprises où ça s'est passé, et puis après, bah, vous apportez quelque chose. C'est-à-dire vous dites: «On a commencé à faire une petite analyse, on s'est aperçu qu'on n'avait pas fait de carto des risques sapin 2 dans l'entreprise, donc on a fait notre mini carto comme ça pour résoudre un manque qui pourrait nous poser problème». Voilà. Vous pouvez avoir des initiatives comme ça un peu, qui vont être perçues positivement, et puis après, oui, il faut quand même un engagement à la direction, sinon, ça n'avance pas. Merci Jean-Luc. Alors une autre question, cette fois-ci posée par Eric. Que pensez-vous de la norme ISO 37001? Est-elle reconnue? Facilite-t-elle la relation entre les parties prenantes? La certification est-elle un facteur de succès dans les contrats? Alors, la norme ISO 37001, elle est très bien faite. Heu, il faut savoir que dans la conception entre ISO 37001, comment dire? Les guidelines que j'ai montré rapidement du Department of Justice, les recommandations de l'AFA, tout ça, ça se ressemble quand même beaucoup, hein. Vous retrouvez à peu près les mêmes choses. Donc, ISO 37001 est très bien, parce qu'il se raccorde à tous les dispositifs ISO. Il y a plusieurs organismes qui certifient, ISO 37001. Ça n'est pas une garantie absolue. Vous savez, si vous allez, vous avez aussi, pardon, une base documentaire qui est très bien, qui n'est pas ISO 37001, c'est le Global Compact de l'ONU, le pilier 10, hein, du Global Compact. Si vous allez sur les objectifs de développement durable, c'est l'objectif 16, hein, où la corruption n'est pas citée dans le titre, mais elle est citée juste,
et même développé à l'intérieur. Par contre, dans le pilier 10 du Global Compact, vous avez un certain nombre d'éléments de méthodologie qui sont donnés. Il y a même des exemples. Et comme exemple, la première société citée, peut-être parce que son nom commence par un A, c'est Alstom, parce qu'effectivement, voilà, ils ont essayé de promouvoir un peu leur programme, bon, qui s'est avéré défaillant puisqu'ils ont été condamnés. Mais oui, ISO 37001, c'est une bonne méthode qui a l'avantage aussi de, comment dire, de mémoire, parce que nous, on s'était renseigné pour se faire certifier et on a une démarche pour le faire. Comment dire, ils interrogent les gens, enfin, ils font beaucoup d'entretiens. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça rejoint ce que j'ai dit, hein, il faut vraiment parler aux gens, il faut leur dire qu'ils ne sont pas seuls. C'est un gros problème avec la Covid en ce moment, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est une aggravation du risque. Vous savez, les fraudeurs qui attaquent les entreprises sur le faux président, vous savez, en passant des coups de fil pour essayer de faire un virement à quelqu'un qui ne devrait pas faire, un virement frauduleux, en faisant croire que c'est le président qui le demande, etc. Dans leur approche, très rapidement, ils demandent: est-ce que je peux vous faire confiance? Et également, est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous pouvez vous mettre dans un bureau tout seul? J'ai réfléchi à ça dernièrement, je me dis: pourquoi? Parce que pour pas que quelqu'un d'autre vienne lui dire: mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Regarde. Donc la double signature, ou le fait de discuter à deux, diminue le risque automatiquement, parce que du coup, on a deux avis et on fera moins de bêtises à deux. Donc oui, le risque est en augmentation quand même, hein, le risque Alors pour revenir à ISO 37001, je me rappelle d'une présentation qui avait été faite par un organisme qui nous avait montré, et il disait effectivement, seule une autorité judiciaire peut certifier. C'est ce qui s'est passé pour nous, hein. Vous ne pouvez pas être sûr que vous êtes conforme tant que vous n'avez pas eu un problème, enfin, ou un signalement, ou un contrôle, et que votre programme a été évalué par, voilà, par un procureur ou par une équipe de l'AFA ou d'un autre organisme. Donc le certificateur sera prudent là-dessus. Mais néanmoins, c'est quand même un bon banc d'essai, hein. Et d'après ce que j'ai entendu dire, les certificateurs, enfin les deux qu'on avait rencontrés, sont sérieux, et il y a pas, enfin, on ne peut pas obtenir une certification du 37001 au rabais, je pense pas, hein. Ce serait beaucoup trop risqué pour le certificateur. C'est pas comme les ISO plus opérationnels. Merci pour cette réponse. Alors, nous allons prendre une dernière question avant de mettre fin à ce webinaire, donc posé par Manon. Beaucoup de PME et TPE appliquent la politique du pas vu, pas pris pour ce qui concerne la mise en conformité avec le RGPD. Qu'en est-il d'un accroissement des contrôles et d'un durcissement des sanctions? Sur le RGPD, oui, c'est ce que j'ai mis, hein, pour les cookies. Déjà, moi, je suis frappé de voir qu'aujourd'hui, alors l'AFA l'a traité, le CNIL l'a traité en envoyant des lettres, mais c'est assez étonnant. Enfin, il y a plusieurs fois, la CNIL a sanctionné l'entreprise qui avait déjà été prévenue et qui n'avait pas tenu compte de ces avertissements. Enfin, il y a une espèce comment dire, d'ignorance. C'est vraiment surprenant. Alors, bon, les amendes de la CNIL on peut dire, sont supportables. Enfin, à mon avis, ils vont monter ils vont monter un peu le curseur, je pense. Puis surtout, ils communiquent, hein, de plus en plus. Donc, c'est pas bien, parce que vous risquez d'avoir des problèmes importants si vous êtes sanctionné par la CNIL, hein. Bon, il faut faire attention. Il y a comment dire, il y a des liens avec comment dire, avec d'autres délits. Enfin, quand vous avez un problème de sécurité, enfin, sur vos traitements de données personnelles, ou de manquement, ça peut avoir des conséquences graves, hein. Donc, bon, moi, je pense que oui, c'est un risque qui est en augmentation. Il ne faut pas se faire non plus une montagne du RGPD. Il faut faire une analyse des risques, tout simplement. Mais par exemple, le registre, c'est incontournable. S'il n'y a pas de registre, ça ne va pas. Tout ce qui est visible, hein, je dirais, enfin, grosso modo, RGPD, il y a il y a trois parties. Il y a les salariés, tout le monde est des salariés. Et ça, il faut absolument traiter les données personnelles RH. C'est un point très important, parce que sinon, les salariés ne vont pas être d'accord avec votre communication externe, tout simplement. Ils vont dire, on dit qu'on est conforme, mais en fait, ce n'est pas vrai. Donc, la partie salariée, là, il faut vraiment bétonner ça. La partie visible, tout ce qui est comment dire, site web, e-business, etc., où là, il faut être vraiment parfaitement, complètement conforme. Voilà, faut vraiment faire il faut également mobiliser les prestataires, hein, les sous-traitants. Et puis après, oui, l'inventaire des traitements, ça c'est important. En fait, l'inventaire des traitements, c'est la base un peu de l'évaluation des risques données personnelles. C'est ça qui vous permet de voir, est-ce que j'ai des traitements de données
qui impliquent des grosses masses de données ou qui traitent des données sensibles. C'est en faisant le registre ou en le mettant à jour que vous allez vous en rendre compte. Merci beaucoup Jean-Luc pour ces réponses. Alors nous arrivons à la fin de cette présentation. Merci de nous avoir accordé en tout cas, du temps pour venir répondre, déjà aux questions des participants, mais pour venir aussi nous parler du sujet, de ce soir. J'espère qu'en tout cas cela vous a plu. Le public a été très content puisqu'on a pas mal de commentaires, de remerciements, donc voilà, ça a été très apprécié. Pour ceux qui voudront revoir cette conférence, sachez qu'elle sera disponible également en replay. Et voilà, je remercie également les participants de nous avoir rejoints ce soir. Merci beaucoup. Merci Yasmine, merci à tout le monde. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci.